Bonjour à tous et bienvenue dans Parlement Hebdo, l'émission qui revient sur les temps forts du Parlement à l'Assemblée et au Sénat. Nous sommes très heureuses cette semaine avec Tam Tranui de recevoir Loïc Hervé. Bonjour. Et bienvenue. Et c'est Tam qui dresse votre portrait. Bonjour Loïc Hervé. Vous êtes sénateur Union centriste de la Haute-Savoie, membre de la commission des lois. Vous allez avoir du pain sur la planche puisque vous êtes co-rapporteur de la proposition de loi sur la sécurité globale et de son article 24 qui fait couler déjà beaucoup d'encre. Alors on va en parler bien sûr tout à l'heure. Sinon, vous êtes entré à 34 ans au Sénat en 2014. Vous faisiez alors partie des Benjamins de cette Assemblée. Vous venez d'être réélu en septembre dernier. Et votre fief, c'est donc la Haute-Savoie, limitrophe de la Suisse. Alors, est-ce que vous irez skier chez vos voisins à Noël ? J'ai pas le sens de la provocation, donc non, je n'irai pas skier en Suisse à Noël. En revanche, j'ai du mal à comprendre ces décisions qui ont été prises et annoncées à l'emporte-pièce, parce que dans l'Union européenne et dans l'espace économique européen, y compris avec nos voisins et amis suisses, le principe de la libre circulation existe et nos liens avec les Suisses ne sont pas que des liens économiques, ce sont des liens de famille, ce sont des liens d'amitié. Et donc, on passe d'une vallée à l'autre. Mais la frontière restera ouverte. Oui, effectivement, on passe d'une... c'est le même territoire, c'est la même ensemble de vie. Responsabilité, puisque nous avons décidé de fermer les stations pour des raisons sanitaires. Alors, nous n'avons pas fermé les stations françaises restent ouvertes. Ce sont les remontées mécaniques qui seront fermées. D'ailleurs, il y a un contentieux au Conseil d'État qui a été introduit par un certain nombre d'élus locaux et je le comprends. Vous le comprenez, mais vous n'en faites pas partie de ces élus locaux qui ont monté ce contentieux. Non, parce que ce sont des chefs d'exécutif, c'est le président de la région, ce sont des maires, des présidents de conseils départementaux qui ont cette initiative-là. Il n'y aurait pas dû avoir une harmonisation européenne, du coup ? Je pense qu'on aurait plutôt dû appliquer le protocole sanitaire, travailler avec les professionnels de la montagne et regarder de quelle manière l'ouverture raisonnable des remontées mécaniques était possible. La Tour Eiffel ouvre le 16 décembre. Les TGV conduiront, notamment les Parisiens. On ne se casse pas la jambe à la Tour Eiffel. Oui, sauf que... Alors, est-ce que c'est l'argument ? Oui, c'est la chromato pour les hôpitaux combien d'admissions en Haute-Savoie ? Combien d'admissions en réa ou en soins intensifs suite à des accidents de ski. 95% de la traumatologie est traitée en cabinet en montagne. Il y a quelques cas graves qui effectivement nécessitent des opérations et des hospitalisations de quelques jours. Ça représente 5% de la charge d'hospitalisation. Et si cette question est posée, regardons comment c'est possible d'accueillir les touristes. Et d'ailleurs, il y aura des touristes, il y aura des vacanciers, il y aura des propriétaires qui iront dans leurs biens en Haute-Savoie. Ça n'est pas interdit. Allez, on va voir maintenant les thèmes de cette émission. Loïc Hervé, crise politique et institutionnelle autour de l'article 24 de la proposition de loi sur la sécurité globale. Alors que les députés LREM ont annoncé une réécriture totale, le Sénat a lui rappelé que la rédaction lui revenait de droit. La commission d'enquête Covid à l'Assemblée remet un rapport accablant pour le gouvernement. Les députés de La République En Marche ont refusé de le voter. Enfin, on reviendra sur le bilan parlementaire de Valéry Giscard d'Estaing, grand défenseur du bicamérisme. Il a donné, lors de son septennat, plus de pouvoir aux oppositions. Et pour commencer, la polémique et l'épilogue autour de la proposition de loi sur la sécurité globale. L'annonce de la réécriture du controversé article 24 de la proposition de loi sur la sécurité globale par l'Assemblée a provoqué l'ire de Gérard Larcher. Le président de la République a dû intervenir pour mettre fin à une crise politique et institutionnelle. Elsa Mondagava. Après la crise politique déclenchée par l'annonce d'une commission chargée de réécrire le tant contesté article 24, lundi, les députés de la majorité espèrent avoir trouvé une porte de sortie. Nous allons proposer une nouvelle écriture de l'article 24. C'est à nous législateurs, de proposer rapidement cette nouvelle rédaction. Exit donc la commission, ce seront bien les députés qui tiendront la plume. Alors le Parlement et la majorité a repris ses droits. Nous devons remettre le chantier sur l'ouvrage. Mais en voulant éteindre l'incendie à l'Assemblée nationale, la majorité ouvre un nouveau front. Au Sénat cette fois, car la proposition de loi sur la sécurité globale a bel et bien quitté le Palais Bourbon pour rejoindre celui du Luxembourg, d'où ce rappel à l'ordre du premier des sénateurs. Je dois donc rappeler au groupe de la majorité de l'Assemblée nationale que la proposition de loi dont il souhaite travailler à la réécriture partielle a été transmise au Sénat depuis
le mardi 24 novembre dernier, après que les députés l'aient adopté. Il revient donc au Sénat et à lui seul de l'examiner et de réécrire si cela s'avère nécessaire. Mercredi, nouvelle tentative d'apaisement par le chef de l'État lui-même. Emmanuel Macron a convié le président Larcher et les présidents des groupes politiques du Sénat. Il leur a réassuré son attachement au bicamérisme. Loïc Hervé, comment le sénateur que vous êtes a-t-il pris la création d'une commission qu'a annoncé Jean Castex pour réécrire cet article 24 ? Avec beaucoup d'interrogations sur la manière dont le Premier ministre considère l'application de la Constitution du 4 octobre 58, où le Parlement vote la loi. Le Parlement, c'est l'Assemblée nationale et c'est le Sénat. Et donc j'ai été très surpris de cette annonce. Alors certes, on est dans une crise politique, le monde des journalistes, plusieurs manifestations importantes dans le pays sont montés au créneau contre cet article 24 et d'ailleurs contre le projet de loi plus généralement, parce qu'il ne faut pas non plus occulter qu'il y a tout un projet de loi complet qui s'appelle le projet de sécurité globale. Vous considérez que c'est une méconnaissance du Parlement ou que Non, c'est une tentative. Maladresse ? C'est une tentative malheureuse de sortir d'un faux pas. Mais comme l'a rappelé le président du Sénat, nous aurons le texte. Quitte à déposséder le Sénat, donc. Nous avons le texte déjà. C'est-à-dire que Marc-Philippe Daubresse et moi-même sommes co-rapporteurs de ce texte de loi. Nous avons déjà commencé nos auditions et nous avons déjà commencé à réfléchir sur une nouvelle rédaction de l'article 24. Donc je veux dire, c'est superfétatoire. Est-ce que vous estimez que vous allez pouvoir travailler vraiment normalement sur ce texte ? Est-ce que vous faites confiance à Emmanuel Macron qui donc l'a promis aux sénateurs lors d'un déjeuner cette semaine ? Moi je crois que le rôle du Sénat, mais c'est valable pour ce problème-là comme pour d'autres, le rôle du Sénat est de faire retomber la pression. Donc j'entends ce que le président de la République a pu dire au président du Sénat et au président de groupe qu'il a réuni mercredi. Maintenant, on est au travail et on va faire en sorte de manière sereine d'aborder ce texte de loi dans son ensemble, l'article 24 en particulier. L'incident est que vous allez aborder, vous, cette proposition de loi au mois de janvier, et la commission des lois de l'Assemblée nationale a dit qu'elle se donnait 15 jours, elle, pour réécrire l'article 24. Ça veut dire que vous pensez que ça va arriver par amendement gouvernemental lors de l'examen au Sénat ? Vous voyez les choses arriver comment ? Non, mais que tout le monde puisse contribuer à ce débat, c'est magnifique. Je veux dire, le Sénat tient la plume. Si les députés veulent faire des propositions, eh bien, les rapporteurs au Sénat analyseront les propositions des députés, de Christophe Castaner, d'Olivier Belge, de Patrick Mignola, des parlementaires que je connais par ailleurs. Bah, écoutez, la démocratie, c'est aussi la proposition. Mais si ça arrive par amendement gouvernemental, vous le prendriez mal ou pas ? Mais l'amendement gouvernemental, s'il est bon, il sera voté. S'il n'est pas bon, il sera rejeté par le Sénat. Enfin, je ne me pose même pas la question en ces termes. On évoque 3 présidents de groupe de la majorité à l'Assemblée nationale qui disent on va proposer une nouvelle rédaction. Donc si la nouvelle rédaction des 3 groupes de la majorité parlementaire arrive par voie gouvernementale, alors là, il y a un autre problème institutionnel. C'est-à-dire que, pour le coup, c'est un mélange des genres qui continuerait. Donc pour vous, il ne peut pas y avoir d'amendement gouvernemental. Il peut y avoir un amendement du groupe LREM RDPI au Sénat. Oui. Il peut y avoir aussi un amendement des rapporteurs. Il peut y avoir plein de choses qui peuvent se passer. D'ailleurs, on n'est même pas sûr que ce texte arrive en fin janvier. On parle maintenant du mois de mars. Oui. On peut vraiment avoir un dérapage aussi, mais qui peut servir d'ailleurs à un moyen terme à trouver pour cette rédaction de l'article 24. Justement, vous avez entamé vos travaux et vos auditions avec votre co-rapporteur, Marc-Philippe Daubresse. Qui est-ce que vous entendez auditionner, notamment sur cet article 24 ? Alors, on veut entendre tous ceux qui ont quelque chose à dire sur cet article 24. La conférence des procureurs, les directions du ministère de la Justice ou du ministère de l'Intérieur, des universitaires, tout un tas de personnes qui peuvent avoir quelque chose d'intéressant à nous dire et surtout à proposer une rédaction mieux calée juridiquement. Oui. Qu'est-ce qui pose problème pour vous aujourd'hui de façon claire ? D'abord, est-ce que l'article est utile ? Est-ce que l'article protège tout le monde ? On parle des gendarmes et des policiers. Est-ce que demain, un instituteur, un élu local, un magistrat sera de la même manière protégé par cet article ? Est-ce qu'il est au bon endroit ? Est-ce qu'il faut toucher à la loi de 1880 ou est-ce qu'il faut le mettre en dur dans le code pénal ? Est-ce qu'en le mettant dans le code pénal, on ne crée pas un renforcement des sanctions à l'égard des auteurs qui serait peut-être trop important par rapport à l'objectif que l'on veut atteindre. Enfin, toutes les questions qu'on se pose avec Marc-Philippe Daubresse,
qu'on se pose ouvertement, qui sont des questions qui sont sur la table. On est éclairé par tous ceux qui ont quelque chose à nous expliquer. Et donc, on fait simplement notre travail de parlementaire. Vous avez commencé par dire, on se demande s'il est utile. Est-ce qu'il ne faudrait pas tout simplement le supprimer? Il y a un article 25 dans le projet de loi séparatisme qui est très proche de cet article 24. Est-ce que c'est nécessaire d'avoir 2 articles presque similaires? La question se pose exactement dans les termes que vous évoquez, car effectivement, il y a une polarisation sur cet article 24 qui était une modification de la loi de 1881 sur la liberté de la presse, et qu'on peut se poser la question de savoir si le droit positif actuel, pénal, ne répond pas en tout ou partie à la question. Et si ça n'est que partiel, à ce moment-là, il faut envisager peut-être de renforcer l'arsenal pénal de manière marginale, ou de manière beaucoup plus importante. Et ça, ce sont des questions qui se posent. Mais encore une fois, on doit avoir un débat serein. Et avec Marc-Philippe Daubresse, nous avons un débat serein avec nos interlocuteurs. Juste d'autant que le projet de loi sur le séparatisme doit vraisemblablement être examiné avant la deuxième lecture, avant votre lecture de l'article 24 de la proposition de loi sécurité globale. Est-ce que ça serait mieux pour vous? Ça, nous n'en savons rien. Mais d'abord, ce texte de sécurité globale est une proposition de loi. Donc il vient de nos collègues députés, et non pas du gouvernement. Alors, en tout cas, pas officiellement. Oui. Et il n'a pas été soumis au Conseil d'État, il n'a pas été soumis à la CNIL. Tandis que le projet de loi que vous évoquez, qui est celui sur le séparatisme, on ne sait même plus comment l'appeler, mais disons sur le séparatisme, celui-là est un projet de loi qui permet de... Ce sera donc plus bordé juridiquement, vous voulez dire? Je l'espère. Donc nous, ici, on ne fait pas de la poésie, on fait du droit. Donc l'important, c'est d'avoir des textes qui soient applicables par les magistrats sur le terrain et que la loi soit intelligible, qu'elle soit compréhensible par les Français. Donc ça, ce sont des éléments qui sont extrêmement importants. Donc effectivement, on aura peut-être une perturbation du débat du texte séparatisme à l'Assemblée quand le texte sécurité globale ne sera pas encore étudié par le Sénat. Donc il faudra qu'on voit ça dans les semaines qui viennent. Allez, on poursuit cette émission avec le rapport de la commission d'enquête sur la Covid à l'Assemblée. Un rapport accablant pour le gouvernement. Les députés de La République En Marche ont refusé de le voter pour afficher leur divergence avec le rapporteur Les Républicains Éric Ciotti, qui a dénoncé, lui, un pilotage défaillant de la crise sanitaire. Écoutez, Éric Ciotti au micro d'Elsa Monagava. 53 000 morts en France, 16 000 en Allemagne, c'est 4 fois plus, et ce n'est pas un hasard. Et nous cherchons des explications, nous les avons trouvées dans le manque d'anticipation et de préparation à une crise qui dépasse largement la période de ce gouvernement d'ailleurs, et nous le disons dans le rapport. Nous l'avons trouvé aussi, une explication dans une gestion de crise qui a été très chaotique, avec beaucoup de bureaucratie, beaucoup de lourdeur administrative, qui nous ont fait perdre du temps précieux, notamment pour les tests. Et puis nous avons aussi une situation à l'hôpital où nous étions sans doute, là encore, du fait de raisons structurelles, certainement très anciennes, mal préparés à subir une crise majeure. Loïc Hervé, le Sénat a mené en parallèle ses auditions pour la commission d'enquête et remettra son rapport la semaine prochaine. Le président de La République En Marche de la commission d'enquête à l'Assemblée a dénoncé, lui, un rapport partial et partiel. Au vu des auditions qui ont pu être menées ici au Sénat, est-ce que vous êtes plutôt d'accord avec le constat d'Éric Ciotti ? En fait, quand vous regardez le sujet que vous venez de diffuser, on ne peut plus rien dire, en fait. Soit on ne fait aucune critique de la gestion de crise, et on peut être accusé d'être simplement les laquais du pouvoir en place, soit on formule la moindre critique et forcément on est dans une logique d'opposition stérile. Le Parlement, c'est pas ça. Le Parlement, son rôle, c'est de contrôler l'action du gouvernement et de le contrôler pendant la crise. Alors moi, je ne suis pas membre de la commission d'enquête du Sénat, mais par contre, j'ai été membre du comité de suivi de la loi du 23 mars 2020, quand la loi sur l'état d'urgence. Et pendant le premier confinement, avec Philippe Bas, président de la commission des lois à l'époque, nous avons contrôlé l'action du gouvernement. Nous avons mené des auditions, nous avons fait venir Christophe Castaner ici. Donc, il faut bien avoir en tête que les conclusions qu'Éric Ciotti tire, je n'ai pas encore lu son rapport, donc je ne peux pas vous le commenter, mais en tout cas, les conclusions qu'il tire sont de nature à faire changer les choses. On parle d'une troisième vague. C'est-à-dire que la gestion de crise dans notre pays, c'est une culture qu'on doit retrouver. Et il y a des choix qui ont été faits,
qui peuvent être critiqués et qui sont critiquables en soi. Et donc ça, pour moi, c'est quelque chose choix. d'extrêmement important. Qu'est-ce qui a posé problème pour vous? Est-ce que c'est les masques? Est-ce que c'est les tests? Est-ce que c'est les ARS qui ont été énormément critiqués, notamment par les élus locaux dans toute cette première vague? Alors pour moi, il y a la latence de réaction. Par exemple, quand on pense qu'il a fallu 1 mois et demi pour permettre la commercialisation de masques en tissu dans les pharmacies, je me dis que dans notre pays, on a quand même une latence administrative qui est coupable, qui est grave et qui crée des difficultés. Et qui date pas d'hier. On a confié. J'ai été moi-même témoin du premier cluster au contaminant de Montjoie et de la gestion par l'ARS. Et la gestion par l'ARS, à ce moment-là, a été de bonne qualité. Mais quand on passe dans une crise nationale et que le virus circule partout dans le pays, on continue à avoir confié à l'administration de santé, c'est-à-dire à la DGS et aux ARS, la gestion de crise, alors qu'on aurait dû avoir une gestion de crise plutôt ministère de l'Intérieur, plutôt une gestion de crise de type sécurité civile, où on a vraiment du monde sur le terrain. Je pense aux pompiers, je pense à des gens qui s'entraînent toute l'année pour gérer une crise sanitaire de cette ampleur-là. On s'interroge sur les personnes à qui on a confié la gestion de la crise sur le terrain. Et là, c'est vrai qu'on peut avoir des critiques, et ces critiques, elles sont saines. Véritablement incriminer cette seule majorité? On voit bien qu'il y a des problèmes, et notamment sur la reconstitution de stocks de masques, qui existaient bien avant l'arrivée d'Emmanuel Macron. Mais ça, c'est l'honnêteté du Parlement et des parlementaires, de voir que ce qu'on a fait de l'hôpital public depuis 20 ans, les choix que vous évoquez, la suppression du stock de masques qui avait été créé à l'époque par Roselyne Bachelot, hein, donc toutes ces questions-là, elles se posent bien sûr, mais on doit avoir un Parlement qui fonctionne et qui interroge les personnes qui ont été à même de prendre des décisions. Et on voit bien que c'est pas simple, et que l'exécutif est dans une situation qui est compliquée, et que vous auriez fait mieux à leur place? Mais il faut être humble et se dire que ça aurait été pas simple pour n'importe quel exécutif. Enfin, franchement, le ministre de la Santé, il a pris un certain nombre de décisions à un moment donné, et on ne connaissait pas non plus très bien le virus, la manière dont il se propage, etc. Donc il faut avoir beaucoup d'humilité par rapport à ça. Beaucoup d'humilité. Par exemple, la Haute-Savoie, vous l'avez dit, c'était le premier cluster, c'est encore aujourd'hui un département qui est particulièrement touché par la deuxième vague. Est-ce que, au niveau local, les leçons de la première vague n'avaient pas été suffisamment tirées au niveau, par exemple, local, au niveau de votre département? Est-ce qu'il y a eu un problème? Non, je ne pense pas, parce que, encore une fois, sur le terrain, et je pense notamment aux collectivités locales qui ont fait beaucoup pendant la première vague et pendant la seconde. Je pense notamment aux hôpitaux qui ont absorbé la première vague puis la seconde. Chacun a appris de la première vague et a essayé de la gérer. Et on voit que si on compare les courbes de la première vague et de la seconde vague partout en Europe, elles suivent à peu près les mêmes contours. Donc oui, la Haute-Savoie est plus touchée, mais vous savez pourquoi? C'est un département qui est dynamique, c'est un département qui est frontalier, c'est un département où il y a beaucoup de circulation, et donc forcément ça se voit plus qu'ailleurs. Il y a une stratégie vaccinale qui a été définie cette semaine. Est-ce que vous trouvez qu'elle est bonne? 200 millions de doses, avec des publics prioritaires qui ont été choisis. Est-ce que ça va dans le bon sens selon vous? J'écoutais le professeur Philippe Juvin ce matin, et il évoquait le fait qu'on ait vacciné 10 millions de Français en un mois contre la grippe. Là, on parle de 14 millions de Français en 3 mois avec les différents vaccins contre la Covid. Et donc moi, je me pose la question aussi de la vitesse de vaccination. Parce que si on veut éviter une troisième vague, et je ne suis pas médecin, mais je pense qu'il faut aller vite au début de l'année 2021 pour vacciner un maximum de personnes, pour atteindre un taux de vaccination dans le pays qui soit suffisant et qui permette d'empêcher une grande partie de la troisième vague. Allez, pour terminer cette émission, l'hommage des parlementaires à Valéry Giscard d'Estaing. Valéry Giscard d'Estaing décédé donc mercredi. Emmanuel Macron a décrété une journée de deuil national le 9 décembre. Les hommages se sont multipliés pour saluer la mémoire de l'ancien président de la République, notamment dans les deux chambres. VGE a été un fervent défenseur du Parlement et a été à l'origine de réformes qui ont renforcé les pouvoirs de l'opposition. Jérémy Heinzmann. Au nom du Sénat tout entier, je souhaite rendre hommage dans notre hémicycle à un homme d'État au parcours exceptionnel qui a profondément transformé notre pays. C'est un hommage à la modernité de Valéry Giscard d'Estaing, rendu par Gérard Larcher ce jeudi.
La veille dans l'hémicycle, Roselyne Bachelot saluait déjà l'héritage laissé par l'ancien président. Valéry Giscard d'Estaing, c'est le droit à l'avortement, c'est l'abaissement de la majorité civile, c'est le divorce par consentement mutuel, c'est en fait l'auteur de nombreuses réformes novatrices. Parmi ces innovations, l'une d'elles marque un tournant chez les parlementaires, la réforme constitutionnelle du 29 octobre 1974. Quel en est l'objet ? C'est de permettre à un certain nombre de parlementaires, députés et sénateurs de demander au Conseil constitutionnel de vérifier si une loi est bien conforme à la Constitution. Un pouvoir donné à 60 députés ou 60 sénateurs et jusque-là réservé au président de la République, au Premier ministre et au président des deux assemblées. Le Conseil constitutionnel était en réalité jusqu'en 1974 plus un conseil entre guillemets auprès du gouvernement qu'un conseil qui avait un vrai pouvoir d'intervention sur l'ensemble des textes. C'est une avancée démocratique et juridique importante et ça participe à ancrer la démocratie dans notre pays. Autre avancée pour le Parlement et notamment pour l'opposition, la création des questions au gouvernement. Ce mode direct de la QAG, je le trouve, même s'il a peut-être un peu perdu en puissance par rapport à avant, je le trouve quand même quelque chose d'assez important dans notre vie et dans nos semaines parlementaires. Je ne sais pas s'il serait ravi de voir que maintenant on en a, qu'elle dure 2 heures d'ailleurs, parce que parfois c'est moins suivi par les députés malheureusement. Attaché au bicamérisme, Valéry Giscard d'Estaing est aussi le seul président à être intervenu au Sénat en 1975. Alors Valéry Giscard d'Estaing, c'est un monument pour la famille centriste à laquelle vous appartenez. Finalement, avec lui, c'est la seule fois où un centriste est vraiment parvenu à être à la tête de l'exécutif. Vous, qu'est-ce que vous retenez de lui ? C'est le fondateur de l'UDF, donc c'est le fondateur de la famille politique telle qu'elle existe encore un peu aujourd'hui. Vous avez raison de le rappeler, Tam. Mais moi, je retiens les grandes évolutions sociales et sociétales et l'héritage européen. Valéry Giscard d'Estaing, c'est notamment pour le droit des femmes. Vous savez que je siège à la délégation des droits des femmes et Annick Billon a rendu un hommage dès qu'on a appris sa disparition. Ce sont des choses très importantes. C'est aussi la majorité à 18 ans. Et donc, moi, je garde du président Giscard que j'ai eu l'occasion de rencontrer. Moi, je suis né en 80, donc c'était la fin de son mandat, de son septennat. Mais j'ai eu l'occasion de le rencontrer et de me rendre compte de son intelligence, de sa vivacité d'esprit. Il venait de temps en temps humour. au Sénat, d'ailleurs, il était assez proche des sénateurs. Il pouvait venir au Sénat, il n'a jamais été sénateur, mais par contre, il avait un attachement au bicamérisme et à cette maison. Puis il avait un attachement à mon département, parce que Mme Giscard d'Estaing a des origines en Haute-Savoie, et pour les 4 ans de son élection, il est venu en Haute-Savoie, dans un village de montagne, le Reposoir, et il a toujours gardé un attachement très fort au monde rural, aux Français. Vous savez, on a un peu caricaturé cette manière dont il allait aussi dîner ou déjeuner chez les Français. Ouais. Mais c'était aussi une volonté C'était aussi un homme de communication. Absolument, Oui. c'était sans doute le premier dans cette dimension-là. Il a aussi, à la française. Il a aussi cassé l'ORTF, donc c'était aussi des libertés importantes pour les journalistes que vous êtes, d'avoir une capacité aussi d'expression qui n'était pas aussi évidente avant. Donc c'est un président de rupture. Et je constate qu'aujourd'hui, tout le monde devient un peu giscardien, ou tout le monde se rappelle dans sa vie propre personnelle ce que le président Giscard a pu changer dans la réalité des choses. Et donc ça, c'est quelque chose qui est assez émouvant. Il laisse un apport important à la démocratie aussi. On parlait des questions au gouvernement ou de la saisine du Conseil constitutionnel. Dans la vie parlementaire, et donc la réforme de 1974 est une réforme extrêmement importante. Les questions d'actualité au gouvernement, c'est une manière de contrôler le gouvernement. D'ailleurs, c'est extrêmement suivi et on voit bien le mardi à l'Assemblée, le mercredi au Sénat, ce sont des moments aussi de tension entre les deux pouvoirs, le législatif et l'exécutif. Et puis cette saisine du Conseil constitutionnel par 60 députés ou par 60 sénateurs qui est utilisée très régulièrement. Moi, ça m'est arrivé depuis 6 ans que je siège dans cette maison, d'avoir pu saisir le Conseil constitutionnel avec certains de mes collègues pour vérifier. Oui, des textes qui ont été censurés. En 2020, la proposition de loi Avia, la proposition de loi de Yael Braun-Pivet sur les mesures de sûreté pour les terroristes en fin de peine. Il y a eu exactement. Donc ça, c'est très important parce que ça permet d'opérer un contrôle constitutionnel et de réserver ça au Parlement. 60 députés ou 60 sénateurs, c'est peu quand vous raisonnez. Il y a 925 députés et sénateurs en France. C'est peu finalement que 60 députés ou 60 sénateurs puissent saisir le Conseil constitutionnel. Donc c'est un droit supplémentaire qui est aussi utilisé par les groupes minoritaires et d'opposition. Oui, c'est plus de pouvoir à l'opposition. C'est à méditer aujourd'hui aussi. Absolument. Dans le contexte qui est le nôtre, on parlait de la loi sécurité globale, de la loi séparatisme. Vous imaginez que ces lois
En tout cas, l'une d'entre elles n'a pas été soumise au Conseil d'État, n'a pas été soumise à la CNIL, pas encore, en tout cas, ça va l'être. Mais on aura cette capacité, après le vote par le Parlement, d'avoir un contrôle avant que le président de la République ne promulgue la loi. Est-ce qu'Emmanuel Macron est le fils spirituel de Valéry Giscard d'Estaing ? Alors, il y a des traits qui sont assez proches. Après, c'est très difficile pour des personnes de ma génération ou la génération du président de la République, parce que le président de la République est de 78, moi je suis de 80, de comparer des gens qui sont de la génération non pas de nos parents, mais de nos grands-parents. Le président Giscard, c'est plutôt la génération de nos grands-parents. Donc c'est très difficile, mais sur un certain nombre de points, on a une sensibilité. Peut-être que le président de la République actuelle n'a pas le même attachement au Parlement que le président Giscard. Eh bien, merci beaucoup Loïc Hervé d'avoir été notre invité. Merci beaucoup Brigitte. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Parlement Hebdo.